Bienvenue au Mémorial de la Shoah pour ce rendez-vous, ce double rendez-vous autour du génocide des Tutsis au Rwanda cet après-midi. À 16h30, nous aurons une rencontre avec les témoignages de rescapés qui ont publié un ouvrage, puisque leurs témoignages ont été consignés par écrit également. Et tout de suite, une première rencontre autour de l'ouvrage d'Hélène Dumas. Hélène Dumas, vous êtes enseignante chargée de recherche au CNRS. Vos thèmes de recherche sont bien sûr l'imaginaire et les pratiques du génocide des Tutsis au Rwanda. Vous avez publié un ouvrage très important en 2014, Le génocide au village, le massacre des Tutsis au Rwanda aux éditions du Seuil. Et vous publiez cette année l'ouvrage donc Sans ciel ni terre, Parole orpheline du génocide des Tutsis, 1994-2006, aux éditions La Découverte dans la collection À la Source, qui est un ouvrage qui se construit autour du témoignage écrit d'enfants qui étaient enfants au moment du génocide, qui ont écrit leur témoignage en 2006 à l'initiative de l'association d'aide aux rescapés à Vega, et qui font récit de manière extrêmement précise de leur vie avant, leur vie pendant le génocide et la reconstruction après. C'est une source, on va en parler tout de suite longuement, assez exceptionnelle. Il y a à peu près 300, je crois, scripteurs, avec une hypermnésie des événements qui fait que ça constitue une source historiographique majeure pour documenter le génocide. À vos côtés, Manon Pignot, vous êtes maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Picardie. Vos travaux, vos champs de recherche sont l'enfance et la guerre, jeunesse combattante et guerre mondiale. Vous connaissez très bien les travaux d'Hélène Dumas, donc votre dialogue va être tout à fait important sur des questions aussi bien méthodologiques qu'historiographiques. Donc je laisse tout de suite la parole à Laurent Larcher. Vous êtes journaliste. Merci beaucoup d'avoir accepté de conduire cet échange. Je dis juste un petit mot au sujet des questions, parce que nous avons l'opportunité de vous laisser la parole tout à l'heure après l'échange entre nos invités, soit par le biais de l'outil main levée sur Zoom qui vous permet de poser vos questions directement sans qu'on voit votre visage, mais on entend votre voix. Et sinon, vous pouvez aussi poser des questions écrites et je prêterai ma voix, je lirai votre question de manière à ce que nos invités puissent vous répondre. Voilà, ce rendez-vous est aussi en partenariat avec le journal La Croix. Pour m'en dire un petit mot un peu plus tard. Nous sommes heureux aussi de les savoir à nos côtés dans ce travail au long cours sur l'histoire et la mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda. Laurent Larcher, merci beaucoup. Écoutez, merci à vous, Pauline Dubuisson. C'est évidemment pour moi un grand moment d'émotion et un honneur d'être présent à la fois au Mémorial et pour parler du livre d'Hélène Dumas, qui, comme vous l'avez si bien dit, est un livre important, je dirais essentiel. Ce mot, on le dit tout le temps, très souvent à propos de livres. Mais là, les mots ne sont pas galvaudés. On est vraiment devant une œuvre importante, je le répète. Importante parce que vous nous plongez, Hélène, dans la réalité du génocide des Tutsis, du génocide perpétré contre les Tutsis, à travers le regard des enfants qui ont été les victimes. Et comment dire, la lecture de votre livre nous permet, si je peux dire, de plonger dans la réalité de ce qui s'est passé en 1994 et de lutter, je dirais, contre la pire des choses qui arrivent lorsqu'on parle des crimes de masse, d'extermination, de génocide, c'est-à-dire d'éviter l'abstraction. Vous nous permettez de trouver le chemin de l'incarnation, si je peux dire. Et c'est évidemment une expérience vertigineuse pour le lecteur. Le
le lecteur prend, je crois, conscience de ce qui s'est passé il y a maintenant 26 ans. Et vous ne pouvez plus quitter la voix ou les voix de ces enfants. Donc non seulement vous luttez contre la pire des choses, qui est l'abstraction, qui nous guette tous lorsqu'on parle des crimes de masse, mais aussi, vous nous permettez, nous, le lecteur, de devenir quasiment le témoin, et je dirais même le contemporain de cette atrocité. De sorte que cette histoire devient en quelque sorte la nôtre. Et à notre tour, nous en sommes, je dirais, évidemment pas les victimes, comme l'ont été et le sont encore ces enfants, mais très certainement, nous en sommes aussi blessés. Et c'est peut-être aussi comme ça qu'on rend hommage et honneur, enfin, si je peux dire, à ceux qui ont été exterminés juste pour ce qu'ils étaient. Donc oui, c'est un livre important. C'est un livre important qui donne la parole aux voix, à des voix de ces jeunes gens qui avaient entre 8 et 14 ans en 1994. Et alors, il y a quelques phrases comme ça que j'aimerais, juste avant de vous donner la parole, Hélène, pour qu'on entende ces enfants. Voilà ce qu'ils disent ou ce qu'ils ont écrit à propos de ce qu'ils ont vécu. L'un d'entre eux dit « Voilà la mort que j'ai rencontrée ». Un autre « Nous mourûmes à l'instant même où nous assistâmes à la mort de ceux qui nous avaient mis au monde ». Une autre « Ces souvenirs me rongent le cœur ». Un autre, et là il s'agit de la parole d'un tueur qu'une enfant entend, une enfant qui s'est réfugiée dans une église, « Leur Dieu est mort ». Et puis ce mot de cette jeune fille qui pense à son père, « Papa, n'aie crainte, console-toi, je ne t'oublierai jamais ». Voilà, et voilà, je préfère maintenant laisser la parole à Hélène pour qu'elle nous présente son travail. Et ensuite, Manon Pinault prendra la parole pour à la fois dire lire et comment elle a reçu ce livre et comment ça fait résonance avec ses travaux de recherche. Merci à vous, Hélène. Merci Laurent Larcher pour cette présentation. C'est vrai que c'est difficile de reprendre la parole toujours après ces mots si puissants à la fois sur le plan factuel mais aussi sur le plan affectif de ces orphelins du génocide. Et c'est d'ailleurs sans doute la raison qui justifie le fait qu'il n'y a pas de conclusion dans cet ouvrage, que je n'ai pas voulu reprendre la parole après eux, pas conclure à leur place. Merci aussi au Mémorial de la Shoah de nous accueillir et qui a toujours une institution qui a toujours fait place à l'histoire et à la mémoire du génocide des Tutsis. Et je remercie aussi beaucoup Manon d'être là parce qu'il faut des lecteurs comme vous pour pouvoir recevoir, entendre la voix de ces orphelins. Il faut aussi des lecteurs pour lire et entendre ce qui s'est produit en 1994 et ce qu'ils décrivent avec tant de terrifiante précision. Alors, je ne vais pas prendre la parole très longtemps, simplement peut-être pour expliquer quel a été un peu le processus de fabrication, en quelque sorte, de cet ouvrage. Alors, au départ, je n'avais pas de volonté d'écrire de manière spécifique sur le sort des enfants pendant le génocide. Ce livre, il procède véritablement d'une rencontre, je crois, comme beaucoup de travaux historiques au Rwanda, puisque on a la liberté de pouvoir avoir accès à beaucoup de fonds d'archives là-bas, sur place, et il se trouve que en rangeant de manière complètement fortuite la bibliothèque de la Commission nationale de lutte contre les génocides, j'ai trouvé dans une étagère au milieu d'un fatras d'archives audiovisuelles 105 de ces cahiers d'orphelins, donc qui sont vraiment de tout petits cahiers d'écoliers et qui étaient entassés là un peu au hasard dans la bibliothèque de la CNLG. CNLG d'ailleurs que je remercie au passage pour la liberté qu'ils ont toujours donnée aux chercheurs pour travailler dans leur documentation. Donc ça, c'est la rencontre avec cette écriture
cette écriture si particulière, on le verra, si précise, hein, de la matérialité de l'événement, à la fois dans ces temporalités longues, avant comme après la rupture de 1994. Mais je voudrais dire aussi que ce livre, il est né d'un projet éditorial particulier, qui est porté par les éditions La Découverte et cette collection à la source, qui est dirigée par Clémentine Vidal-Naquet, et qui précisément fait toute sa place à l'archive, à la source. Et c'est aussi grâce à ce projet éditorial que ces voix, sont centrales dans le génocide. Dans le livre, pardon. Voilà, et donc ce livre il procède aussi d'une autre volonté plus générale, cette fois, c'est celle qui consiste à intégrer l'expérience des victimes à l'historiographie du génocide des Tutsis. Cette histoire intégrée, c'est aussi une volonté qui avait été exprimée par le grand historien de la Shoah, Saul Friedlander, afin de ne pas bâtir deux historiographies imperméable, celle basée sur les récits des tueurs et celle, d'autre part, les récits des victimes. Il me semble qu'à travers cette source, on peut précisément voir à l'œuvre la mise en acte du racisme sur le corps des victimes, et les cahiers, vous le verrez, sont saturés de références à ces interactions qu'ont entretenues les tueurs avec leurs victimes. Et ça permet aussi de battre en brèche un certain nombre de clichés sur le fait que seuls les tueurs, en quelque sorte, conserveraient le secret, le mystère du passage à l'acte, et que les victimes n'auraient, elles, rien à dire sur l'événement, puisqu'elles en seraient comme exclues par leur passivité. Alors, je trouve que cette source permet de montrer à quel point les victimes sont des acteurs sociaux, sont des sujets agissants dans le génocide. Et là, en particulier des enfants, parole d'enfants, qui est là encore aussi très souvent disqualifiée par l'historiographie. Alors, Pauline l'a dit brièvement tout à l'heure, ces cahiers ont été rédigés donc 12 ans après le génocide, en avril 2006. Le contexte de prise d'écriture est très important à rappeler. C'est d'abord une ONG rwandaise, donc AVEGA, l'association des veuves du génocide d'Avril, qui a pris l'initiative donc de réunir une centaine d'orphelins issus de la région de l'Est, qui couvre donc les anciennes préfectures de Kibungo, Kigali et Byumba en 1994, pour, dans une perspective de catharsis psychologique, mais aussi dans une perspective testimoniale, puisque ces témoignages étaient appelés à être publiés, les a réunis pour qu'ils couchent ensemble les souvenirs de leur enfance abîmée par l'expérience du génocide. Ces scripteurs vont prendre la parole dans un contexte particulier, puisqu'ils écrivent en avril 2006, en pleine période de commémoration. Et en 2006, c'est aussi le début des procès Gacaca sur les collines, ce qui explique qu'un certain nombre d'entre eux expriment un certain nombre de craintes pour leur sécurité, puisqu'en 2006, c'est l'année où on enregistre le plus de massacres, d'assassinats de rescapés sur les collines rwandaises, dans ce contexte des procès Gacaca qui débutent. Alors, la source, elle se présente donc sous la forme de 2000 feuillets rédigés en Kinyarwanda. Donc, je reviendrai après sur la question de la traduction et ses enjeux, dans une graphie qui est plus ou moins appliquée, très souvent heurtée et hésitante, notamment quand il s'agit de décrire donc des scènes particulières très difficiles, de la mise à mort de leurs parents ou de leurs frères et sœurs. Alors, dans le livre, j'ai également fait le choix d'anonymiser l'ensemble des scripteurs, parce que la rencontre qui a été la mienne n'a été faite que par le biais de leur écriture, et j'aimerais pouvoir aller les rencontrer lors d'un prochain séjour au Rwanda, afin de pouvoir procéder peut-être à une édition complète des textes, mais il faut avant tout recueillir leur assentiment sur les questions d'anonymisation.
Alors, ces cahiers, ils suivent tous la même trame narrative qui a été donc, bon, c'est une sorte de guide d'écriture qui a été établi par Avega, la vie d'avant, la vie pendant et la vie d'après le génocide, mais ces scansions temporelles sont très souvent subverties et témoignent précisément de la liberté, de l'autonomie des scripteurs dans leur écriture. Il y a beaucoup de textes, par exemple, dans lesquels les scripteurs écrivent des poèmes, des longues listes des membres de leur famille qui sont morts pendant le génocide, ou bien qui inversent les temporalités en commençant leur cahier, par exemple, par la vie d'après. Donc, toutes ces subversions des consignes permettent de repérer l'autonomie des scripteurs dans leur exercice d'écriture. Alors, les enfants avaient dans leur grande majorité, ces scripteurs, entre 10 et 12 ans en 1994. Donc, dans le corpus, il y a à peu près 2/3 de jeunes filles, ce qui correspond à peu près au ratio genré de la population survivante générale. Et juste pour conclure un petit peu sur cette présentation du corpus, ils ont été écrits en 2006, donc 12 ans après le génocide, et la question qui se pose, c'est évidemment celle d'une écriture rétrospective de leur expérience. Or, ce qui est frappant à la lecture de ces textes, c'est qu'ils sont véritablement écrits au présent du génocide, et qu'en 2006, lorsqu'ils prennent la plume, les scripteurs se décrivent comme des enfants. Ils sont toujours des enfants. Ils n'ont, aucun d'entre eux n'a fondé son propre foyer, donc n'a passé le rite social au Rwanda qui permet d'accéder donc à l'âge adulte. Et tout se passe comme si le génocide les avait figés dans une enfance éternelle. Donc ça, je crois que c'est aussi une des qualités rares de cette source, c'est que le génocide nous est rendu sous la forme de scènes extrêmement vivantes. Alors c'est difficile, parfois difficilement supportable de les lire, mais on est, nous aussi, en deuxième ligne, en quelque sorte, au présent du génocide, en lisant ces textes. Juste un mot sur la traduction, je ne serai pas très très longue, mais juste pour vous dire que le Kinyarwanda, c'est évidemment une langue extrêmement sophistiquée, qui est très complexe sur le plan grammatical, très riche sur le plan sémantique. Donc, aux difficultés intrinsèques de traduction de cette langue, s'ajoutent aussi les manières d'écrire des enfants, puisque là, dans la version française, on a ajouté des points et des virgules, mais bien souvent dans le texte original en Kinyarwanda, l'écriture est jetée d'un trait sur les pages, et il a fallu ordonner en quelque sorte par la ponctuation cette parole. Et donc, c'est aussi, il y a beaucoup de textes pour lesquels il a fallu faire des recherches en botanique, en zoologie, parce qu'ils se situaient dans des espaces très particuliers, celui de l'Est du Rwanda, avec, par exemple, la présence de mines, parce qu'il y avait des mines de cassitérite, où beaucoup de corps ont été plongés pendant le génocide, et des particularités aussi botaniques. Par exemple, il a fallu avoir une description très fine de ce qu'est un épi de sorgho, tout simplement. Et donc, tout ça, c'est aussi un apprentissage de la langue qui permet aussi d'appréhender les paysages dans leur dimension extrêmement concrète, dans lesquels les enfants, en 1994, ont dû tirer les maigres ressources de leur survie. Donc, c'est un exercice de co-traduction qui a été un peu bricolée en quelque sorte avec deux personnes qui sont également rescapées du génocide, Emilienne et Gervais. C'était important pour moi de travailler avec des rescapés du génocide parce qu'ils avaient une connaissance à la fois de la langue, des expressions, des chants qui étaient ceux du régime Habyarimana. Et puis, c'était aussi important de travailler avec des rescapés parce qu'il y avait cette connivence avec cette expérience singulière qui permettait d'approcher plus précisément la langue
du génocide par laquelle les scripteurs décrivaient leur expérience. Et juste un exemple, la langue qu'ils utilisent, un certain nombre d'expressions, de verbes, etc., témoigne de l'abolition, par exemple, de la frontière entre l'homme et l'animal. Il me semblait extrêmement important de pouvoir décrire par la langue elle-même cette poursuite, si vous voulez, du sentiment d'animalisation très fort qui avait été ressenti pendant le génocide. Et puis, approcher ces textes par le Kinyarwanda, c'était aussi une manière de rendre compte de leur qualité littéraire, parce que je crois que ces textes ont une grande qualité littéraire, malgré la dureté et malgré leur dureté et leur brutalité. Ce sont des textes parfois extrêmement beaux, extrêmement touchants par leur beauté. Ils ont une sorte de beauté vénéneuse comme ça, très forte. Et donc, il fallait également être attentif à la manière dont les expressions étaient choisies pour décrire telle ou telle expérience. Et puis, cette attention à la langue, elle a été aussi reconduite en français dans ma propre écriture, ensuite dans le montage en quelque sorte du livre, puisque la volonté, c'était de proposer une histoire du génocide à partir de ces textes. Et il fallait donc avoir une écriture évidemment extrême en français, extrêmement sobre, aussi sobre que possible, en limitant au maximum l'exercice du commentaire, puisque la voix des orphelins était centrale. Et surtout, il fallait absolument bannir toute expression de pathos, pas d'indignation facile évidemment, et donc éviter toutes les facilités d'écriture qui peuvent évidemment procéder de la lecture de textes aussi saisissants. Il me semble, vous le verrez, que la lecture de ces textes, leurs paroles, se suffit à elles-mêmes, et qu'il ne serait pas indécent ici de jouer les historiennes, d'arriver en surplomb par rapport à leur voix. Donc, comme vous le disiez, Laurent, c'est vrai que ces textes nous proposent une entrée dans la matérialité brute du génocide, avec une puissance affective et cognitive aussi, parce que ces textes sont extrêmement informatifs sur l'exécution du génocide et l'univers d'utopie exterminatrice soutenu par le racisme, qui est très fort. Eh bien, tout cela apparaît de manière très claire dans les textes. Et quand j'ai écrit le livre, j'ai été accompagnée en quelque sorte par la voix de Ritipan, qui, dans son dernier ouvrage, La paix avec les morts, propose, me semble-t-il, une des définitions les plus incisives, les plus justes du négationnisme. Il écrit que l'entrée du négationnisme, ce n'est pas le doute, ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas l'ignorance, c'est l'abstraction, précisément. Et je trouve que c'est une définition extrêmement juste de ce qu'est le négationnisme. Et précisément, ce travail d'histoire, à partir donc des sources, des cahiers de ces jeunes scripteurs, permet d'abandonner l'abstraction, des discours souvent très déréalisants qui sont portés sur le génocide des Tutsis, et ces discours déréalisants, qui représentent très souvent un terreau fertile pour les discours de négation. Voilà, donc peut-être pour conclure mon intervention et vous montrer à quel point on entre dans la chair du génocide, je voudrais vous lire un extrait, évidemment, d'un de ces cahiers, donc d'une jeune femme qui avait donc 7 ans en 1994. Alors voilà ce qu'elle écrit. En Kinyarwanda, on dit « Ijoro ribara uwaribonye » celui qui raconte la nuit et celui qui l'a vu. J'ai vu ce que les Interahamwe nous ont fait. J'ai vu les humains tuer les autres humains. Je parle de comment les Interahamwe nous ont tués. J'ai vu les Interahamwe éventrer les femmes. J'ai vu les Interahamwe abattre les hommes comme du bétail, et pour observer la mesure de l'intelligence des Tutsis, ils ouvraient leurs crânes. J'ai vu les Interahamwe couper les seins des femmes, soi-disant pour voir si les enfants Tutsis tétaient le lait maternel comme les autres. J'ai vu les Interahamwe renverser les nourrissons et leur fracasser la tête.
J'ai vu les Interahamwe achever les personnes qui n'étaient pas encore mortes pour les finir, et ils les abattaient comme le bétail pour leur faire comprendre qu'ils n'ont jamais été des êtres humains comme les autres. Voilà, c'est difficile. Ça va être difficile de se passer la parole. Oui, merci Hélène. Écoutez, Pauline, je vous passe la parole donc, après ces textes. Merci. Vous nous entendez, Pauline? Non, oui, c'est ce qu'Hélène disait très bien, c'est la précision du récit de l'enfant qui, en 2006, se situe 12 années après, au moment où il est scripteur. Néanmoins, il y a une permanence du présent du génocide et une hypermnésie qui permet au jeune adulte d'être toujours cet enfant qui raconte et qui raconte de manière extrêmement précise, extrêmement détaillée et qui, comme vous le dites très bien en ouverture aussi, Hélène, en citant Etipan, laissons les mots et suivez-moi, écoutons-les et effectivement. Voilà, ce sont des récits qui sont très difficiles à recevoir parce que c'est extrêmement précis et bouleversant, mais ce sont des textes qui disent le génocide. Voilà. Peut-être Manon, vous avez envie de réagir par rapport à cette source extrêmement singulière et précieuse qui documente le génocide. Oui, absolument. Merci beaucoup. Je voulais remercier, associer ma voix à celle d'Hélène pour vous remercier, pour remercier le Mémorial de la Shoah pour cette invitation et puis remercier les nombreux auditeurs qui nous suivent en ligne parce que je crois effectivement que, comme Laurent Larcher le rappelait en introduction, c'est un livre important, c'est un grand livre qu'Hélène Dumas nous offre là. C'est un livre important pour ce qu'il documente du génocide des Tutsis du Rwanda, bien sûr, et on vient de l'entendre avec cet extrait de texte lu par Hélène Dumas, parce que tout en étant d'une précision et d'une matérialité terrible, c'est un livre qui, vous l'avez compris, n'édulcore pas la violence génocidaire, mais la manière de nous mettre sous les yeux cette violence, elle a une fonction. Et cette fonction, elle est décrite par les scripteurs eux-mêmes, par les enfants eux-mêmes. C'est une fonction mémorielle. Ces textes, témoignages, récits à la première personne sont des, je cite les mots du livre d'Hélène, des linceuls de papier. Et ça a une fonction. Et c'est ce qui nous permet d'ailleurs de supporter peut-être la lecture si horrifique de ces témoignages extrêmement concrets. Donc c'est un livre important, évidemment, pour le génocide des Tutsis du Rwanda. Mais d'une manière plus générale, et c'est un peu ma fonction ici aujourd'hui, c'est de rappeler que c'est aussi un livre important plus généralement pour le champ historique des études sur l'enfance et sur l'enfance confrontée aux violences de guerre et aux violences génocides. Parce que pendant longtemps, disons jusque dans les années 1990, l'histoire de l'enfance, c'était une histoire qui était abordée par le biais de son encadrement familial, scolaire, médical. Et ça n'est finalement que depuis la fin des années 90, le début des années 2000, que les enfants sont véritablement perçus comme des acteurs sociaux à travers la question de leur expérience, et en particulier de leur expérience de guerre ou de leur expérience du génocide. Et donc, à partir du moment où on accepte de les considérer comme des acteurs à part entière, des acteurs sociaux à part entière, et bien du coup, ils deviennent producteurs de sources pour nous, historiens et historiennes, de sources enfantines, mais qui sont des sources historiques. Alors, ce sont, par exemple, les dessins, on y reviendra avec Hélène, ce sont les témoignages, sur le vif ou a posteriori, comme c'est le cas ici, les journaux intimes, les rédactions scolaires. Il y a plein de manières pour les enfants qui font l'expérience du génocide ou de la violence de guerre de
documenter cette expérience à travers des sources qui sont des sources comme n'importe quelle source historique, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr les soumettre à l'administration de la preuve. Hein. Ce ne sont pas des sources brutes, ce sont des sources construites qui s'inscrivent dans des contextes culturels, politiques, sociaux, mais ce sont des sources. Et c'est pour ça que le livre d'Hélène est un grand livre et que le corpus qu'elle a patiemment reconstitué, parce qu'elle en a dit un mot, mais comme toujours, elle est trop modeste, donc elle ne dit pas la somme de travail que ça a pu représenter, de constituer ce corpus, de vraiment... là, Hélène Dumas s'est faite enquêtrice pour aller retrouver ces documents et ces archives, retrouvant ainsi d'ailleurs le sens étymologique du mot histoire, historiae, les enquêtes pour Hérodote, et donc c'est vraiment ça qu'elle a fait, d'aller retrouver patiemment tous ces cahiers pour constituer ce corpus. Et donc, je ne vais pas m'éterniser parce que je pense que c'est plus important qu'on écoute Hélène, mais quand même, s'agissant de ce corpus, moi j'ai quelques réflexions qui me sont venues. Pourquoi ce corpus est exceptionnel? D'abord, donc, vous l'avez dit, Pauline Dubuisson l'a dit, 2000 feuillets, plus de 250 cahiers. Pourquoi ce corpus est exceptionnel? Il est exceptionnel à plusieurs égards. Premièrement, d'abord parce qu'il a été conservé. D'abord parce que ces cahiers ont été conservés et que l'une des caractéristiques des sources enfantines, c'est qu'elles sont d'une très grande précarité et d'une très grande fragilité, d'une façon générale. Les dessins d'enfants, quiconque a déjà eu des enfants sait que ce n'est pas ce qu'on garde en priorité. Enfin, on en garde 1 sur 15 et puis la plupart passent à la poubelle. Bon, en contexte de guerre ou de génocide, c'est la même chose, voire pire, évidemment. Donc, le simple fait déjà que ce corpus ait été conservé et que Hélène ait pu le reconstituer, le rassembler. Ensuite, il est exceptionnel, ce corpus, justement parce qu'il est massif. Ce n'est pas 1 ou 2 petits cahiers à droite, à gauche. Ce qui est tout à fait incroyable à la lecture de ces cahiers d'enfants, c'est leur incroyable concordance. La concordance entre les témoignages qui, ensemble, font récit. Et c'est un récit commun d'une expérience commune, l'extermination des Tutsis. Malgré la distance temporelle d'ailleurs qui sépare le moment de l'expérience du moment de son récit, de sa mise en écrit, une douzaine d'années, ce qui nous frappe, c'est, alors d'abord, Pauline l'a rappelé, cette hypermnésie, c'est-à-dire le fait que la mémoire est tellement encore proche et immédiatement mobilisables que ces récits se font au présent de narration, évidemment. Les scripteurs sont encore dans l'événement, ils le vivent encore en l'écrivant, mais c'est une hypermnésie collective. C'est ça qui sort de ce corpus. C'est-à-dire qu'ils se souviennent tous de leur expérience, or, ces expériences font incroyablement écho les unes avec les autres, alors même que tous ces enfants ne se connaissent pas. Je veux dire, ils ne sont pas tous issus du même village, ils ne sont pas tous issus ni même de la même colline. Et donc, c'est cette concordance qui vient apporter des preuves supplémentaires de ce qu'a été l'extermination des Tutsis. Et donc, pour nous, historiens, mais d'ailleurs pour nous, juste contemporains aujourd'hui, en 2020, de cette mémoire du génocide des Tutsis, ce corpus, il nous est précieux à deux égards, à 2 titres. D'abord parce qu'il montre bien la place spécifique des enfants dans le dispositif génocidaire, c'est-à-dire le sort spécifique qui était destiné aux enfants, et c'est d'ailleurs en cela que ce corpus est miraculeux, et j'emploie le terme à dessein, c'est que ces enfants n'auraient pas dû survivre pour pouvoir témoigner de ce qu'ils ont subi, car ils étaient des cibles, et des cibles privilégiées des assassins. Et donc, on le voit bien, Hélène, tu as cité cet extrait et tu le reprends dans ton introduction. Seul celui qui a traversé la nuit peut la raconter. Ces enfants ne sont pas seulement, on a déjà eu l'occasion d'en parler, des survivants, des rescapés. Ces enfants sont d'une certaine manière passés de l'autre côté et revenus d'entre les morts pour décrire ce qu'ils ont vécu. Ce qu'ils ont vu, c'est la mort des leurs, mais c'est leur propre mort. Et c'est de manière tout à fait inouïe qu'ils aient pu y échapper
et qui ensuite, ils aient eu la force de venir nous le raconter pour que nous puissions en prendre conscience. Et puis, deuxième intérêt de ce corpus, plus général, c'est que ces textes, je l'ai déjà dit, documentent le génocide dans sa globalité et donc nous permet d'interroger la société rwandaise, le génocide comme événement collectif, global, et pas seulement du point de vue de l'expérience enfantine, mais comme l'expérience sociale globale, dans à la fois sa temporalité spécifique, Hélène l'a déjà dit, dans son caractère très ordinaire, et c'est pour ça que la structure en 3 temps, avant, pendant, après, hein, tous les témoignages sont structurés à peu près de la même manière, le temps d'avant, le temps du génocide, le temps d'après, même si évidemment cette temporalité est largement subvertie, Hélène l'a rappelé. Et dans les 3 temps, ce qui frappe, c'est le caractère éminemment ordinaire de cette violence adressée aux Tutsis. La violence ordinaire du racisme avant le génocide, l'extrême brutalité très ordinaire menée par les voisins de l'extermination, et puis après, et c'est pour ça que ce corpus est incroyable, c'est aussi parce qu'il nous dit l'après, les 12 années qui ont suivi, l'extraordinaire violence du déni, la perpétuation de la menace, toujours portée par les voisins d'ailleurs, qui pèse sur les survivants. Voilà. Et donc, je vais m'arrêter là. J'ai juste, on avait parlé de retenir quelques textes. Je vais en lire un qui est assez bref, parce que pour moi, il est très emblématique. Vous allez voir, il va surtout être question de vaches, mais Hélène nous le dira, les vaches sont très importantes, elles remplissent une fonction très importante dans la société rwandaise de l'époque. Et pourquoi ce texte me paraît, cet extrait que je vais lire est important? Je le dis en 2 mots parce que, comme l'a dit Hélène, c'est plus facile de parler avant qu'après, de reprendre la parole après les textes, c'est vraiment trop difficile. Enfin, moi, je ne me sens pas assez digne pour reprendre la parole juste après, donc je parle avant. Pourquoi ce texte, vous allez voir, est important? Parce qu'il est à la fois, pour moi, très emblématique de comment il inscrit le génocide des Tutsis dans l'histoire globale des génocides, avec l'animalisation des Tutsis, avec leur assimilation à des animaux, voire à des choses. Et ça fait bien sûr écho à la manière dont les nazis désignaient les corps morts des déportés dans les camps, hein, Stuke, les choses, les pièces. Et en même temps, ce texte, parce qu'il est très marqué par cette culture rwandaise et notamment cette place particulière du bétail et des vaches, en fait aussi un texte qui montre toute la spécificité particulière de la situation des Tutsis du Rwanda. Alors, je lis ce texte qui est bref. Page 74-75 de l'ouvrage d'Hélène Dumas. Quand j'allais garder les vaches dans les versants des collines, à Mabanga, et dans d'autres endroits, je rencontrais des gens. Ils me disaient, ces choses-là, en parlant des vaches, qui vous appartiennent, nous allons les bouffer. Tu te fatigues pour rien à les garder. Nous les avons déjà bouffées en 1959 et nous allons vous tuer. Cela, moi, je ne pouvais pas y croire parce que je n'avais jamais vu une personne couper le moindre bétail, ni même vu un animal abattu pour le manger comme ça et tuer son propriétaire. Alors, ceux qui disaient cela me faisaient rire. Là, c'était avant 1990. Le temps de 1994, je suis allée garder les vaches et là où je passais, certains habitants, dont je ne me souviens pas du nom, me disaient « Vos choses, on arrive pour les bouffer. Chat. » Merci Manon. Comme vous le dites, il est toujours très difficile de prendre la parole après ces textes. On a envie en fait de se taire et de les entendre, de les entendre résonner en nous, de les accueillir et de les méditer. Mais voilà, on est là aussi pour parler et peut-être la première question que j'aurais envie de vous poser tournerait autour de la question de l'enfance. C'est une histoire d'une enfance dévastée. Alors, Hélène, qu'est-ce que ces récits nous permettent de saisir, de comprendre dans, je dirais,
l'extrême destruction qu'est un génocide à hauteur d'enfant. Qu'est-ce que ça fait un génocide pour un enfant ou sur un enfant? Merci Laurent pour la question. Merci Manon pour cette lecture, vraiment merci. Je crois que, comme l'a rappelé Manon tout à l'heure, les enfants tiennent une place centrale dans toute politique génocide. Parce que organiser et exécuter un génocide, c'est d'abord rompre la filiation, c'est-à-dire empêcher que le groupe donc voué à l'extermination ne puisse se reproduire. Et les enfants, à ce titre-là, représentent l'avenir de cette communauté dont les tueurs ont décidé qu'elle devait disparaître de la surface de la Terre. Donc les enfants sont à ce titre des cibles privilégiées des tueurs. Tout comme les femmes pendant le génocide des Tutsis aussi. Et là, il y a aussi des petites filles qui ont subi des violences sexuelles dans le corpus. La matrice des femmes Tutsis est visée de manière très particulière. Alors, donc déjà, c'est le premier constat, c'est que quand on bascule dans une logique génocide, lorsque les femmes et les enfants sont assassinés de manière systématique et exhaustive. Je crois d'ailleurs que tous les débats qui ont eu lieu dans l'historiographie de la Shoah sur quand s'opère le basculement dans le génocide des Juifs, c'est aussi, en tout cas c'est ce que avance Christian Ingrao par exemple, c'est que c'est à l'été 41, les femmes et les enfants juifs sont également assassinés en masse, comme les hommes adultes. Donc voilà, il y a cette place particulière des enfants dans toute politique génocide. Et puis, regarder cet événement à travers leurs yeux, c'est voir l'effondrement d'un monde, l'effondrement du monde des adultes. Et ça, je crois que c'est aussi, ça redouble en quelque sorte cette déréliction totale que représente l'expérience du génocide, puisque pour les enfants, les adultes, donc leurs parents, il y en a qui disent par exemple qu'ils avaient toujours cru leurs parents invincibles, leurs pères, les oncles, etc., sont investis d'une confiance particulière. Et donc ces adultes de la famille sont impuissants à les protéger, hélas, quand les autres adultes, les voisins, les amis de leurs parents ou bien des inconnus, se révèlent une menace mortelle. Voilà. Et c'est un double effondrement, je pense, pour les enfants, à la fois cette expérience de déflagration totale que représente le génocide, mais aussi c'est l'effondrement de leur monde propre, celui de l'enfance. Et donc je pense qu'à ce titre, ils vivent une expérience extrêmement puissante de la déréliction, puisqu'ils se retrouvent absolument seuls après le génocide, extrêmement vulnérables, ce qui va expliquer aussi en partie des innovations sociales, notamment dans la construction de parentés exclusivement enfantines. Voilà, je pense que c'est vraiment un regard qui permet de comprendre ce qu'a pu représenter le génocide à son échelle la plus paroxystique. Manon Pignot, vous voulez ajouter quelque chose sur cette question de la dévastation à hauteur d'enfant? Oui, ce que j'ajouterais juste, totalement dans la lignée de ce que vient de dire Hélène, évidemment, c'est que les sources enfantines, justement, dans leur simplicité, parfois dans leur naïveté, peuvent permettre de documenter extrêmement bien et peut-être même mieux encore que certaines sources produites par des adultes, ce que signifie la dévastation traumatique de l'expérience génocidaire. Et là, je pense bien sûr au texte collecté par Hélène et je pense au dessin. Notamment, on a la chance d'avoir toute une collection de dessins qui ont été sauvegardés par Serge Baquet et publiés par Serge Baquet. Et si Alexandre veut bien en montrer un, voilà. Donc, il y a 2 dessins. Ce sont des dessins réalisés dans le cadre de soins, d'une cure thérapeutique d'enfants rescapés. Et
dans la représentation, voilà, c'est sur celui-là que je voulais revenir, donc d'une fillette qui s'appelle Beata, qui a 8 ans, c'est-à-dire le même âge que les scripteurs, au moment du génocide, que les scripteurs étudiés par Hélène Dumas. Ce dessin, c'est un autoportrait. Mais vous voyez bien, donc on comprend. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, quand je dois expliquer à mes étudiants, parce qu'ils ont tendance un peu trop, quand on travaille sur les phénomènes guerriers, à utiliser le mot trauma à tort et à travers, et donc leur rappeler que le trauma, c'est un concept psychique très précis, qu'on ne peut pas l'utiliser à tort et à travers, que toutes les expériences de guerre ne sont pas nécessairement traumatiques. Et j'ai coutume d'utiliser ce dessin, parce qu'il montre bien ce que signifie la destruction de la psyché, et la destruction, vraiment, c'est la coquille vide, la forteresse vide, dit Serge Baquet. En apparence, c'est une petite fille de 8 ans, donc vous voyez le tour avec les pieds un peu en dedans, etc. Mais à l'intérieur d'elle-même, et donc ça veut dire dans son cœur et dans son cerveau, il n'y a plus rien. Et c'est ça, c'est l'annihilation des émotions, des sentiments, et de la psyché finalement, que montre ce dessin. Et donc, la force d'un ou deux dessins, parfois, vaut plus que de longs discours. Donc, vous venez de le dire, il n'y a plus rien. C'est effectivement l'effet, je dirais, intérieur lorsqu'on est victime d'un génocide. Et il y a également le rapport à l'extérieur. Et c'est vrai que, Hélène Dumas, dans votre livre, il y a la question des parents qui traverse tout ce livre, et qui peut-être que pour nous, lecteurs, qui sommes plutôt des adultes, mais accentue encore une résonance, je dirais, tout à fait singulière et tout à fait personnelle. Et alors, je voudrais justement que vous puissiez développer à la fois cette présence. Les parents sont omniprésents dans le cœur de ces enfants, et en même temps, évidemment, c'est l'absence, l'abîme de la destruction, de la disparition du père, de la mère, des parents. Parfois, c'est de toute la famille. Alors, comment formuler, comment décrire, comment entrer dans l'absence-présence parentale lorsqu'on est un enfant? C'est une question très, très intéressante, parce que je l'écris dans le premier chapitre sur la vie d'avant. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait des enchevêtrements de temporalité. C'est qu'en général, le récit de la vie d'avant commence par la description des cercles familiaux amputés, disparus. Et on peut comprendre cette description aussi très fine des parentés, alors à la fois les parents, maman, papa, mais aussi les oncles et les tantes, qui ont une importance particulière dans la parenté au Rwanda, les fratries très nombreuses. Cette volonté d'inscrire les noms, éventuellement parfois les dates de naissance et les dates de disparition de l'ensemble de ces membres de la famille, fait prendre conscience de l'immensité de la perte. Et je crois que c'est aussi, ces cahiers sont extrêmement précieux pour ce qu'ils décrivent des structures familiales et de leur disparition. De leur disparition totale pendant le génocide. Et effectivement, la figure du père là apparaît de manière beaucoup plus prégnante, puisque je crois l'ensemble des scripteurs, il n'y en a que 2 qui ont retrouvé leur père en vie après le génocide. Tous les autres ont perdu leur père. Donc c'est un peu le père est décrit comme la figure métonymique de la disparition de la famille. Et c'est aussi le père qui revient très souvent dans les récits de l'après-coup, quand il s'agit de témoigner de l'absence. Parce que ce qui est très intéressant dans ces textes, c'est que on n'a pas de définition, encore une fois, abstraite, globale de ce qu'est le trauma, mais des descriptions extrêmement fines
de ce qu'une jeune femme appelle les maladies des problèmes. Et je trouve que c'est une excellente définition de ce que peut être la douleur à la fois somatique et psychique produite par l'expérience du génocide. Et c'est quand personne ne vient vous visiter à l'école secondaire, lorsque bien, vous êtes sont confrontés à des difficultés matérielles qu'on a peine à imaginer, ils n'ont pas d'abri, des difficultés pour se nourrir, eh bien, c'est là que s'ouvre le gouffre de l'absence, de la perte aussi dans l'après-coup, et qui explique pourquoi les scripteurs, en 2006, sont encore dans le temps du génocide. Cette expérience, elle est chevillée à leur existence matérielle, mais également à leur existence psychique. Voilà, et les deux sont inséparables. Manon Pignot, je ne sais pas si vous oui, avez... si je peux juste rajouter deux petits commentaires à ce que vient de dire Hélène. D'abord, sur le début de ce que tu disais à propos des listes de noms, des dates de naissance, etc. En lisant ce premier chapitre, moi, j'ai beaucoup pensé à un livre paru il y a quelques années maintenant, sous la direction de Yoram Mouchnik, à propos des enfants cachés. Et Yoram Mouchnik travaille avec des associations d'anciens enfants cachés, d'enfants juifs cachés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le titre de ce livre est assez emblématique, puisque c'est « Ce n'est qu'un nom sur une liste, et pourtant c'est mon cimetière ». Et il y a quelque chose comme ça dans ces récits, hein, de porter mémoire, je le disais tout à l'heure, mais aussi voilà, parce que pour ces enfants, il y en a beaucoup qui ne savent même pas où sont les corps de leurs disparus, donc ils n'ont pas de lieu de recueillement. Enfin, ils n'en ont pas systématiquement. Et on voit même dans le temps de l'après, la perversité des voisins qui refusent de dire, alors même qu'ils le savent, où sont les corps, comme pour interdire la possibilité même d'un recueillement là où sont enterrées les dépouilles des disparus. Et ce que tu disais, Hélène, sur les familles et les parents, c'est très frappant, puisque effectivement, tout se passe, enfin, c'est tout un phénomène d'inversion qui est provoqué par le génocide. La première inversion, c'est que les enfants qui, a priori, sont les plus fragiles et sont les plus sans défense vont survivre là où des hommes en pleine force de l'âge vont périr, des hommes et des femmes. Et puis, deuxième inversion, dans le temps d'après, hein, où des enfants ou des très jeunes gens vont se retrouver en posture de parents. C'est ce que tu évoquais à propos de ces familles alternatives, de ces familles d'orphelins qui vont essayer de se re-hiérarchiser avec un père de famille, une mère de famille, en fait des enfants orphelins, mais plus âgés, qui vont adopter, entre guillemets, des orphelins plus jeunes et essayer de subvenir à leurs besoins au détriment de leurs propres besoins. D'ailleurs, il y a un texte, bon là, je sais pas, on n'a pas forcément beaucoup de temps, mais il y a un texte très fort parmi tant d'autres, hein, dans le livre où une jeune fille explique qu'elle n'arrive pas à étudier, alors même qu'elle a accès à l'école après le génocide, parce que tout le temps où elle est à l'école, elle est obnubilée par la pensée de ses enfants, entre guillemets, elle dit, je vais juste vous lire la fin du texte, hein, quand j'étais à l'école, je m'inquiétais pour les enfants. Je me demandais s'ils avaient passé la nuit sans manger, si on les avait chassés de la maison, s'ils avaient été attaqués et tués. Parce que les Hutus ont continué à dire que ceux qui étaient restés allaient les dénoncer. Alors mon cœur n'était pas tranquille. J'avais peur qu'ils aient été attaqués. Je ne pouvais pas étudier. Au lieu de me concentrer sur mes études, je pensais sans cesse à la vie de ces enfants que j'avais laissés. Et un peu plus loin, alors même que je n'ai jamais mis au monde, ils sont mes enfants. Bien sûr. Bien sûr. J'aimerais avoir votre lecture sur cette question qui est au cœur de l'expérience génocidaire. Enfin, vous le savez, le génocide, c'est l'expérience de la volonté de la destruction totale de l'autre en tant qu'il est autre. Les enfants donc ont fait cette expérience-là. Ils ont vu de très près ce que c'est que des voisins, des hommes, des femmes sont devenus, enfin, comment dire, se sont transformés en tueurs.
et que ils ont été, comment dire, la cible d'une intelligence, d'une réflexion, d'une méthode, de moyens qui a été mis en place pour les détruire. Je voudrais savoir, c'est aussi un peu ce que fait à un autre niveau, mais l'expérience de la guerre. La guerre, c'est ça, enfin. La guerre, c'est quand vous vous rendez compte que vous avez en face de vous des gens qui vont tout faire pour vous tuer. Comment et ce que je veux dire, c'est que que disent les cahiers dans de cette expérience après le génocide? Comment vit-on quand on a eu 10, 12, 14 ans et qu'on a pris conscience qu'il y avait en face de vous des gens qui feront tout ce qu'ils vont pouvoir faire pour vous tuer? Comment, après cette expérience, après en être sorti, vit-on avec ça? Je crois que c'est là, en tout cas pour depuis le monde de l'enfance, ça se traduit par une défiance absolue envers tous les adultes. Voilà. Là, je reprends un exemple qui n'est pas dans le corpus, mais que j'ai trouvé, que rapporte Darius Gishoma dans une grande thèse qu'il a écrite sur justement ces crises traumatiques au Rwanda. Il suit l'itinéraire d'une petite fille qui avait 4 ans au moment du génocide. Et cette petite fille est restée mutique pendant près de 10 ans. Et quand elle a pu enfin reparler, elle expliquait que le seul être auquel elle pouvait confier sa peine, c'était un arbre. Voilà, c'est des êtres inanimés. Et dans les textes donc du corpus, il y a une jeune fille qui dit, voilà, dès que je vois une petite brousse, je la trouve belle, j'ai envie de m'y cacher. Enfin, la seule confiance qui est investie, c'est dans des êtres inanimés, ou alors entre enfants, dans ces familles d'orphelins, où aussi des liens peuvent être noués avec les associations. C'est pour ça que c'est très, très important ce qu'a fait Avega à l'époque, ou d'autres associations comme l'AERG, l'Association des étudiants rescapés du génocide, qui elle aussi, dès 1996, eh bien, a créé aussi des familles fictives pour soutenir les plus jeunes, les plus vulnérables, en particulier au moment des vacances scolaires. Parce qu'il faut savoir qu'au Rwanda, après le génocide, le moment le plus redouté par ces enfants, là aussi il y a une inversion, c'est pas d'aller à l'école, mais c'est d'être en vacances. Parce qu'être en vacances, ça veut dire revenir sur la colline, avoir toutes les difficultés à cultiver et à se nourrir et à trouver un endroit où se loger. Alors qu'à l'école, ils sont logés et nourris. Voilà, donc là aussi, il y a une inversion complète par rapport à ce qu'on peut attendre des enfants qui, en principe, sont plutôt contents d'être en vacances. Voilà, donc c'est un monde qui a été de toute manière irrémédiablement bouleversé, et je crois que ce qu'on perçoit dans les textes, c'est l'extrême défiance vis-à-vis des adultes. Et c'est une défiance d'ailleurs qui parfois prend des tours tragiques, parce que un certain nombre de ces scripteurs, au moment où le FPR arrive dans cette région de l'Est, donc à la fin avril 1994, début mai, eh bien, ils fuient le FPR. Voilà, ils fuient le FPR parce qu'ils sont aussi perméables à la propagande de guerre qui dépeint les soldats du FPR comme des êtres diaboliques, mi-hommes, mi-animaux, avec des oreilles pendantes et des queues. Et donc, ce faisant, ils redoublent, ils prolongent le danger en se mêlant aux foules des réfugiés Hutus qui partent vers le Congo. Donc voilà, vous voyez que c'est cette question de la confiance qui, à mon avis, est au cœur, ou de cette défiance plutôt, qui est au cœur de la relation entre les orphelins et les adultes dans l'après-coup. Ce qui est intéressant, la question des vacances, on sait, en fait, les massacres dans l'histoire du Rwanda ont toujours eu lieu le temps des vacances. La Toussaint, Noël, et pour 1994, c'était les vacances de Pâques. D'ailleurs, des vacances qui sont aussi un temps religieux. Enfin bon, ça nous conduirait sur un autre champ. Comme une progression dans le massacre. On commence par la Toussaint, suit Noël, et puis le grand massacre, le grand génocide 94 avec la Pâques, qui, comme vous le savez, pour les chrétiens, est la plus grande fête de la chrétienté. Mais enfin, bon, ça, c'est une parenthèse. Manon Pinault, pardon, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose
cette question de la défiance vis-à-vis des adultes, une défiance qui, semble-t-il, est rompue à jamais. Oui, moi, ce que Une confiance rompue à jamais, pardon. Ce que je voulais ajouter, mais encore une fois, Hélène en parle évidemment bien mieux, mais ce qui m'a frappé à la lecture du livre, hein, c'est aussi de constater que même si on aimerait beaucoup que ce soit le cas, ce qu'on appelle un peu facilement la résilience est évidemment extrêmement limitée dans le cas des enfants rescapés. Et il y a cette permanence de la douleur, bien sûr, mais aussi des images. Et c'est la particularité de cette expérience enfantine-là du génocide. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des enfants qui ont été confrontés à leur propre mort. Donc, non seulement ils portent le chagrin de la mort des leurs, mais comme ils ont assisté à la mort des leurs, ils portent aussi la violence et l'horreur des images. Et donc, il y a cette... Dieu merci, pas pour tous forcément, hein, mais pour certains, il y a ce sentiment, et je reprends un terme d'un texte, hein, ce sentiment d'être enfermé dans l'expérience, et malgré tous leurs efforts, et Dieu sait qu'ils en font des efforts, Hélène l'a rappelé, hein, avec l'aide des associations, etc., il y a quand même pour certains témoignages ce sentiment d'être enfermé. Hein. Je me permets d'en lire un dernier, mais en même temps, c'est important. C'est aussi pour ça que le livre existe, c'est donner cette parole, donner à entendre cette parole enfantine. Au lieu d'avancer, je régresse à l'école. Et s'il existe des gens qui peuvent aider une personne à ne pas désespérer, j'aimerais qu'ils m'aident. Parce que partout où je suis, je vois des cadavres sous mes yeux. Ce sont ces cadavres dans lesquels j'étais couchée, et parmi ces cadavres, je vois toujours maman coupée en deux. Cette image ne me quitte jamais et cela accroît mon désespoir. Je vois mon père dans la brouette comme s'il n'était plus qu'un vulgaire régime de bananes. Je vois encore l'image de mon oncle maternel en train de se vider de son sang, la pluie tombant sur lui, sans être enterré avec les honneurs dus à un être humain, comme s'il n'avait jamais eu ni famille ni enfant. Tout cela me revient sous les yeux et cela fait que je reste enfermée sur moi-même. Enfermé sur soi-même. Cette image de la prison intime, comme ça, me paraît, voilà, et de ce désespoir-là. C'est ça aussi la force du livre d'Hélène Dumas, c'est de donner à entendre l'épaisseur de ce désespoir. Et on sent que l'épaisseur de ce désespoir, il est fait aussi du sentiment d'impuissance au moment du génocide, de n'avoir rien pu faire pour aider les siens, et ensuite de n'avoir rien pu faire pour les enterrer dignement, parce que le fait que son oncle n'ait pas pu recevoir les honneurs, il y a une forme aussi absurde que cela soit, il y a une forme de culpabilité très forte de ces enfants survivants, et donc qui entretiennent cette prison intérieure. Écoutez, merci Manon. Je pense que c'est le temps peut-être de laisser la place aux questions de ceux qui nous écoutent. Pauline de Buisson, je ne sais pas si vous avez accès aux questions. Peut-être quelques questions. Il me semble qu'il y a une chose sur laquelle, Hélène, vous pourriez revenir, c'est la spécificité dans l'après-génocide, dans le temps de l'après-génocide, de la réalité du Rwanda, c'est-à-dire le fait que ces survivants, c'est les scripteurs qui sont encore enfants et jusqu'à 2006 qui sont que de 12 ans après, de très très jeunes adultes ou encore dans la fin de l'enfance, ils ne peuvent pas retourner, alors il y a une manière de le dire très très puissante, dans les ruines en fait. Ils ne peuvent pas retourner chez eux parce qu'il n'y a plus la famille n'existe plus, la parenté n'existe plus. Et il y a cette spécificité du Rwanda qui est la coexistence des victimes et des bourreaux, qui est vraiment une réalité unique dans l'histoire des génocides, où voilà, donc le survivant, le rescapé ne peut pas revenir chez lui. S'il revient, il peut être également menacé.
Et il y a une double vulnérabilité, évidemment psychique liée au trauma, mais aussi matérielle, du fait qu'il ne peut pas, la question de l'expoliation des terres, mais il ne peut pas cultiver les terres, dormir la nuit dans son lieu de la vie d'avant. Voilà, ça c'est quand même, on avait pensé à lire des textes, mais peut-être Hélène, vous pouvez déjà en dire un mot sur ces éléments. Et peut-être aussi une autre question qui va ensemble. Les textes ont été écrits au moment des Gachacha, mais elles sont mises en place depuis quelques années. Mais 2006, c'est vraiment le moment où cette juridiction inédite se met en place au Rwanda. Et ça veut dire aussi que pour les rescapés, ils sont dans une extrême... ils sont en danger. Il y a des assassinats qui ont lieu encore pour éliminer les témoins, pour que la parole ne soit pas dite, justement. Voilà, donc le temps du génocide est continu, en fait. Il n'est pas circonscrit à 1994. Il perdure. Merci, merci Pauline. Je crois que vous touchez du doigt une question extrêmement importante et une aussi des qualités de ce corpus, c'est qu'il permet eh bien, de sortir, si vous voulez, de la chronologie objective, hein, donc du génocide, 7 avril, mi-juillet 1994, pour eh bien, entrer de manière très fine dans des temporalités subjectivées. Hein. Le temps du génocide pour ces rescapés, eh bien, il est infini. En tout cas, en 2006, ils sont encore dans ce temps du génocide. Ils y sont aussi parce que beaucoup d'éléments extérieurs viennent eh bien, réveiller ce temps du génocide, hein, le suspendre, encore une fois. C'est effectivement le début des procès Gachacha en 2006, hein, ce qui explique qu'un certain nombre d'entre eux eh bien, veulent que leur identité soit cachée. Ils l'expriment de manière très nette. Ils craignent pour leur sécurité pour ceux qui sont restés sur les collines à cause des Gachacha. Donc, c'est un moment d'insécurité très, très fort pour les rescapés du génocide, et les données, on va dire, objectives qui ont été menées, en tout cas les enquêtes qui ont été menées par l'État rwandais à cette période, montrent que 2006, c'est vraiment l'année où se produisent le plus grand nombre d'assassinats de rescapés. Donc, ce n'est pas qu'un sentiment subjectif, il est aussi corroboré en quelque sorte, enfin aggravé par des conditions extérieures. Donc oui, ces orphelins qui vont devoir revivre dans un pays où ils vont devoir côtoyer les assassins de leurs parents. C'est effectivement la grande singularité de cette configuration rwandaise, où les victimes n'ont pas fui, pas eu de possibilité de fuir dans un autre pays, puisque le Rwanda est une nation ancienne, et l'option politique qui a été posée après le génocide, après la victoire du FPR en juillet 1994, c'était de refonder la nation avec toutes ses composantes, et donc y compris les victimes et les tueurs. Donc, ils vont devoir vivre avec ça dans un état de dénuement matériel extrême, parce qu'il faut le rappeler, pendant le génocide, les maisons appartenant aux Tutsis ont été rasées, les champs ont été saccagés, les récoltes emmenées dans l'exil. Enfin, ils n'ont plus rien sur le plan matériel. Ils ont beaucoup de mal à se nourrir, ils ont évidemment des problèmes pour s'abriter, puisqu'ils n'ont pas les moyens non plus de reconstruire les maisons. Donc tout ça crée des difficultés considérables, et l'impossibilité de revivre au milieu des tueurs de leurs parents sur la colline d'origine ou avec leur famille et la famille de ces tueurs produit des exils intérieurs. Je pourrais dire, voilà, les Tutsis rescapés ne peuvent pas forcément aller s'établir dans un autre pays, mais ils vont aller s'établir sur d'autres collines, ou en particulier dans les villes, à Kigali en particulier, parce que je pense à un certain nombre d'entre eux, il leur est impossible de revenir sur leur colline natale.
avant de donner peut-être une question des internautes, j'ai une question, Hélène, à vous poser. En 2006, vous dites, et vous l'avez dit à 2 reprises, donc on atteint le sommet à nouveau des tueries contre les Tutsis. On a une idée du chiffre de l'année, de nombre de Tutsis qui en 2006 ont été assassinés parce que Tutsis. Un peu plus d'une centaine, je crois. D'accord. Voilà. Donc 12 ans après. Oui. 12 ans après le 94, voilà. On a une centaine de Tutsis qui sont encore massacrés. Rescapés, oui. Pauline, c'est vous qui... Oui, nous avons deux questions. Alors, vous pouvez poser les questions directement si vous le souhaitez, sinon on peut les lire. Non, il y a plusieurs questions. Donc, quelle est la place des témoignages des enfants dans les procès Gachacha ou au TPI? Ça, c'est une grande question aussi qu'on a évoquée lors de la préparation de la table ronde. Cette source des textes des enfants, c'est une source historique. Est-ce qu'elle peut avoir aussi un statut une valeur juridique? Est-ce que ce sont des éléments qui peuvent être utilisés dans le cadre des procès Gachacha et puis des procès internationaux? Voilà, du point de vue du droit international et du point de vue de la juridiction Gachacha qui a été mise en place au Rwanda. Je vais répondre brièvement, puis après je passerai la parole à Manon, parce que je crois qu'il y a des choses à dire à la fois sur l'évolution de la pratique judiciaire et sur la place du témoignage des enfants dans les juridictions. Alors, dans les juridictions Gachacha, je crois qu'il fallait avoir 14 ou 15 ans pour pouvoir témoigner. Enfin, voilà. Et devant le TPIR, je n'ai pas à souvenir, effectivement, que des enfants, ou des gens qui étaient enfants à l'époque du génocide aient porté témoignage, puisque je pense qu'il a été disqualifié. Enfin, le témoignage enfantin est très souvent disqualifié. En tout cas, l'a été très longtemps. Mais encore une fois, la pratique judiciaire évolue fort heureusement sur cette question. Mais je peux vous donner un exemple. En 2018 avait lieu le procès en appel d'Octavien Genzi et Tito Barahira, qui est donc les bourgmestres de l'ancienne commune de Kabarondo, et est venu témoigner un garçon rescapé qui avait 6 ans en 1994, et il racontait qu'il se souvenait d'avoir vu le véhicule du bourgmestre précisément le jour de l'attaque de l'église, le 13 avril, parce que tous les enfants, il y avait tellement peu de véhicules à l'époque que tout le monde reconnaissait le véhicule du bourgmestre. L'une des tâches des avocats de la défense, c'était précisément de disqualifier son témoignage en tant qu'il était un témoignage d'enfant de 6 ans. Voilà, donc il y a toujours une difficulté, si vous voulez, à accepter dans le cadre judiciaire le témoignage de personnes très jeunes qui ont vécu ces expériences enfants. Et puis, il y a beaucoup de choses aussi en justice qui sont invoquées pour expliquer la difficulté du témoignage des victimes, comme le fait que le traumatisme, eh bien, en fait, formerait une sorte de voile à la précision mémorielle, etc., alors que c'est tout à fait le contraire qu'on voit ici. C'est précisément cette expérience traumatique du génocide qui rend les images, le son, les odeurs si parfaitement décrites. Donc voilà, il faut peut-être renouer le dialogue entre les sciences sociales et le monde judiciaire aussi, pour essayer d'appréhender de manière différente le témoignage à la fois des victimes et des enfants. Mais je laisse Manon dire Oui, en fait, il se trouve que il y a un cas récent où les dessins d'enfants, donc des témoignages d'enfants, ont été reconnus recevables. C'est par la Cour pénale internationale en 2007, qui étudiait les crimes perpétrés au Darfour, donc des poursuites contre les responsables gouvernementaux soudanais. Et les dessins d'enfants, 500 dessins d'enfants, ont été reconnus
comme preuve circonstancielle de ce qui s'est passé au Darfour, et notamment du fait que les seules milices janjaouides n'étaient pas seules en cause dans les exactions et les massacres commis, notamment parce que l'utilisation de l'aviation, l'utilisation d'armes automatiques, l'utilisation d'armes de guerre, qui sont documentées dans les dessins d'enfants récoltés par des ONG, et notamment l'ONG Waging Peace, montre que voilà, il y a des armes, il y a des types d'armements utilisés dans les massacres que ne possédaient pas ces milices janjaouides, et donc qui mettent en cause directement le gouvernement soudanais. Donc c'est récent, 2007, mais c'est possible, et on voit que les mentalités changent, y compris c'est celui qui a documenté ça, vraiment cette question-là des dessins comme preuve, c'est le militant ONG et surtout économiste Olivier Berco. Voilà. Juriste, économiste, juriste Olivier Berco. Alors, pour aller dans le même sens que Hélène vient de dire, et ce que vous avez souligné Manon tout à l'heure, la qualité extraordinaire de l'ouvrage d'Hélène Dumas, c'est précisément dans l'économie générale du texte, la présence de l'archive. En fait, la source nous est donnée, les textes nous sont donnés. Peut-être il faudrait avoir le livre sous les yeux, mais dans les pages, on entend le récit du génocide à 90% de la page. Vous voyez, c'est important de le dire pour les personnes qui n'ont pas encore lu l'ouvrage. Voilà, on est dans la réalité extrêmement précise du génocide. Il y a plusieurs questions. Alors, oui, alors il y a une question. Moi, je l'ai dit par respect pour les personnes qui sont avec nous. Et je pense que Hélène en a parlé déjà, mais on peut en ajouter quelque chose. Bonjour et merci. Est-ce que dans les écrits, les enfants se demandent pourquoi c'est arrivé? Et est-ce qu'il y a la recherche d'un sens? Je ne sais pas très bien comment nommer ça. C'est vrai que c'est... Voilà. Est-ce que on est à l'opposé de la recherche du sens, on est dans la déréliction et alors dans l'après-génocide aussi, il y a une expression extraordinaire aussi sur après le désespoir, au-delà du désespoir. Et au moment du génocide, les enfants demandent souvent à leurs parents, parce qu'ils essaient de comprendre pourquoi les persécutions et les meurtres les visent eux. Enfin, ce n'est pas des choses forcément très claires pour eux dans leur identité dont ils n'ont pas forcément conscience. Enfin, tout ça est assez bien exprimé par les enfants, justement. Le fait qu'on est il n'y a pas de recherche de sens, puisque rien n'a de sens dans cette mise à mort. Mais voilà. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être en dire, Hélène, justement, pour cette personne qui s'interroge? Oui, alors c'est difficile de répondre à cette question. Je crois que même les adultes, ils comprennent évidemment qu'ils sont pourchassés, ils ont peut-être plus de conscience politique, ils ont vécu les persécutions pour les, je pense en particulier aux grands-parents, ils ont vécu les persécutions antérieures. Enfin, il y a tout ce savoir sur cette expérience des massacres antérieurs qui les habitent et qui n'habitent pas les enfants. Ils ont néanmoins l'expérience de la discrimination à l'école. Voilà, mais devoir se nommer appartenant à une ethnie. Exactement. Ils sont victimes de cette assignation identitaire qu'ils découvrent et qui, en fait, ils font l'objet, à partir de cette découverte dans les classes à travers les recensements raciaux, de colibés de la part de leurs camarades, voire de maltraitance de la part de leurs instituteurs. Donc déjà, ce racisme, il est présent dès qu'ils débutent leur scolarité. Pour autant, je crois que pour les adultes comme pour les enfants, l'extermination
exhaustive, du moins la tentative d'extermination exhaustive des Tutsis est inconcevable. Enfin, je pense que pour tout, voilà, c'est pas, même quand on le voit beaucoup dans les témoignages sur la Shoah, c'est cette stupeur. Il y en a qui comprennent, il y en a d'autres qui comprennent. Enfin, c'est très compliqué tout ça. Cette question du sens, elle est, et puis après c'est le non-sens de la perte. Enfin voilà, c'est très difficile. En revanche, ce qu'on voit très bien dans les textes des enfants, c'est le sens que donnent les tueurs pour le coup à leurs actes. Et ça, c'est très important. C'est extrêmement important parce que les tueurs n'exécutent pas, ne pensent pas une violence anomique. Hein. C'est une violence politique qui est relayée par l'État à l'échelle locale de manière très précise, et c'est cette décentralisation à l'extrême du génocide qui en fait, je pense, toute l'effroyable efficacité, et ce qu'ils infligent à leurs victimes est politique. Et ça, on le voit très bien dans les témoignages des jeunes scripteurs, et ça me semble très important. Pour autant, il n'y a pas une forme de réflexivité, si vous voulez, au-delà de la description, ce qui est déjà très précieux, de réflexivité sur ce qu'ont fait les tueurs. Voilà. Mais cette rationalité du génocide, elle est présente dans les descriptions même, hein, à la fois des mots et de la gestuelle meurtrière. Et ça, je crois que c'est très important parce qu'on n'est pas dans l'anomie. On est dans un génocide qui a été pensé, préparé et exécuté avec un degré de sophistication quand même qui est stupéfiant. Et ça, on le voit dans les textes. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, Hélène, il me semble bien que dans un des passages de ton livre, on voit que c'est sur une des collines où il y a cette grande église là. Dans un premier temps, l'ensemble des villageois s'unissent contre ce qu'ils croient être une attaque de brigands, donc Hutus et Tutsis, et finalement, c'est convaincu par les autorités, je crois, hein, c'est ça, que la partie Hutu du village se retourne contre la partie Tutsi. Donc on voit bien que ce n'est pas soudainement une crise de folie. Excusez-moi si vous entendez des petits cris derrière, c'est un petit bébé qui manifeste sa désapprobation de nous voir travailler un dimanche. Mais voilà, c'est ce que tu dis, c'est ça, c'est pas une crise de folie collective, c'est non, et sans être évidemment, sans prétendre être aucunement spécialiste, il y a quelque chose qui m'a frappé sur cette question du sens, c'est la fréquence avec laquelle les témoignages que tu rapportes évoquent les victimes Tutsi qui, à plusieurs moments, vont demander pardon, espérant calmer la fureur de leurs victimes. Mais j'ai l'impression, alors là, c'est vraiment une question que je te pose, Hélène, que c'est plutôt les adultes et que les enfants, face à cette irrationalité de la situation, n'essayent même pas de remettre de la rationalité en demandant pardon. Enfin, ou alors je me trompe, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, dans les témoignages que tu cites, c'est surtout les adultes qui ont une tentative. Je crois que tu as raison parce que ces demandes de pardon qui sont en fait une demande de pitié, hein, d'épargner, souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les victimes s'appuient sur les souvenirs de solidarité antérieure. Tu étais mon voisin, nous avons fait ça, telle chose et telle chose ensemble. Comment est-ce que aujourd'hui tu peux venir me tuer? Donc il y a aussi voilà, toi qui es chrétien, toi qui es père de famille. Donc, il y a à chaque fois, ce n'est pas seulement d'implorer la pitié de manière, là encore, abstraite, mais c'est vraiment quelque chose cette demande de pitié, elle s'inscrit dans l'épaisseur du monde social et des relations antérieures qui ont été nouées entre les tueurs et leurs victimes. Alors, voilà, c'est peut-être ça, mais il y a un moment, un enfant très jeune, et là je pense qu'il faudrait rentrer de manière plus spécifique pour les plus jeunes. Il y a un moment une jeune fille qui raconte une scène où un petit garçon dit à l'ineramwe, au musicien qui est là, pardon, papa, je ne serai plus Tutsi. Et ce tueur dit, mais moi, et c'est là aussi on voit la puissance du racisme, hein, le tueur dit, non mais moi j'ai pas mis au monde un Inyendi, un cafard, et il le tue immédiatement. Donc je pense que pour les plus jeunes, il y a encore cette économie psychique où voilà, l'adulte peut être un père potentiel, un protecteur potentiel,
pour les plus âgés, je pense qu'ils ont vite compris hein, que le monde adulte était une source de danger, mais peut-être pas pour les plus jeunes. Pourtant, j'aimerais quand même, Hélène, vous poser une question autour du sens. On a évidemment tout à fait compris ce que vous avez dit, mais je trouve qu'elle apparaît malgré tout dans le chapitre que vous consacrez aux églises, enfin, ces lieux de destruction dans les églises. Et à plusieurs reprises, il y a dans ces cahiers des questions. Enfin, la question de Dieu est posée, tout au moins. D'ailleurs, les enfants entendent que les tueurs disent que leur Dieu est mort. Certains enfants se disent, mais que fais-tu, Dieu, ou est-ce qu'il va nous protéger? Donc, à travers ces questions, il me semble quand même qu'ils interrogent aussi le sens de ce qu'ils sont en train de vivre. Ce ne sont pas des enfants, je dirais, malgré le fait d'être plongés dans l'extrême violence, certains, en tout cas, s'interrogent sur quand même qu'est-ce qui nous arrive et qu'est-ce que ça veut dire, et au regard de nos croyances, au regard du sens que nous avons appris, que nos parents nous ont donné de Dieu. Enfin, et à l'Église. Il y a même quasi des questions métaphysiques à ces moments-là. Elles affleurent en tout cas à ces moments-là, je trouve. Je suis entièrement d'accord. En fait, c'est vraiment sur le chapitre sur à la fois les massacres dans les églises, mais aussi la foi, la foi mise à l'épreuve hein, de ces jeunes rescapés qu'apparaît la contradiction flagrante entre les enseignements reçus dans la famille et à l'église, au catéchisme, entre le fait que on leur a inculqué un récit de la création en fait qui entre en contradiction flagrante avec ce à quoi ils sont confrontés. Et justement, j'avais justement envie de parler de cette question avant que vous me posiez la question, Laurent, et lire peut-être un extrait de cette interrogation sur le sens de l'événement par rapport à la foi des rescapés et de leurs parents. Donc c'est à la page 108, c'est un jeune garçon qui est caché donc avec ses parents dans un champ de sorgho. J'ai continué à demander à papa qu'est-ce que les Tutsis ont fait aux Hutus pour qu'ils les chassent comme des perdrix et qu'ils les obligent à dormir dans le froid. Lui, il essayait de me consoler en me disant « Dans peu de temps, tout cela va finir. » Je continuais à le harceler de mes questions. Je lui demandais s'ils avaient tué Dieu avant de tuer les Tutsis. Puis il me disait « Humura, n'aie crainte, Dieu nous sauvera. S'il ne nous sauve pas et qu'il accepte que nous mourions, nous irons au ciel, là où les gens ne coupent pas les autres, là où les gens ne pleurent pas, là où la faim n'existe pas. » Ces paroles me redonnaient espoir. J'ai continué à prier en disant « Dieu, donne-nous au moins le ciel. » Je pensais qu'être sauvé ou bien survivre était impossible. Bon, voilà, de manière très forte, hein, mise en sens par rapport à la présence de Dieu ou pas à leur côté. Peut-être aussi, Hélène, vous en avez parlé, mais cet effondrement axiologique des valeurs, il est redoublé par le fait que les massacres ont lieu dans l'entre-soi, dans le village, dans la colline, voilà, et l'efficacité du génocide est liée au fait que les bourreaux connaissent leurs victimes, en fait. Donc là, oui. C'est aussi un retournement pour l'enfant, c'est aussi un retournement. Oui, tout comme il y a beaucoup d'inversions axiologiques en fait auxquelles ils sont confrontés. Là, je viens d'aborder une question qui est celle du religieux, en particulier pour ceux qui sont assassinés ou traqués dans les églises, dans les lieux de culte. Et quand il y a donc dans ce chapitre justement deux commères plutôt qui viennent dépouiller les cadavres, et l'une d'entre elles a quand même exprime quelques scrupules religieux, mais ce qu'on fait dans la maison de Dieu, et l'autre lui rétorque « leur Dieu est mort ». Voilà. Et elle lève ainsi les scrupules religieux. Imaginez ce que ça peut représenter. Il faut vraiment comprendre qu'au Rwanda, le religieux est vraiment ancré dans les formes de spiritualité individuelle, familiale et dans la vie sociale. Donc c'est vraiment très important. Renversement axiologique, j'en parlerai aussi pour ce qui est des violences sexuelles. La première confrontation que les enfants ont à la sexualité, c'est par le viol et les mutilations sexuelles. Donc, il faut se rendre compte aussi de ce que ça a pu représenter pour eux, y compris, on ne les en parle pas, mais dans leur construction affective et sexuelle plus tard, adulte. Voilà, donc ces inversions axiologiques, elles jouent
presque tous les degrés de cette expérience. Alors, nous avons une question de Sophie Nagiscard qui va s'exprimer directement. Comme ça, on écoute la voix. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Bon, merci de me donner la parole, Pauline. Je voulais quand même être avec vous cet après-midi. Oui, en vous écoutant, comme on a beaucoup travaillé évidemment au Mémorial de la Shoah sur l'écriture des enfants, et finalement, je me rends compte que les enfants qu'on entend aujourd'hui, qu'on appelle les derniers témoins pour la Shoah, ce sont ceux qui étaient des enfants et dont on a peut-être d'ailleurs négligé la parole après la guerre. Donc aujourd'hui, c'est une parole qui évidemment n'est plus du tout négligée et qui même est portée haut et fort, bien heureusement. Donc je me disais que finalement, là, on peut se dire que la parole des enfants du génocide des Tutsis, pour ceux qui continueront à parler sur le long terme, et on espère qu'ils seront en possibilité de le faire, finalement, elle va s'équilibrer avec celle qui est mise en avant aujourd'hui, qui est celle des adultes. Mais justement, je pensais à Manon et à toi, Hélène. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en avant véritablement de spécifique dans cette parole enfantine, si on la compare au récit des adultes sur des mêmes événements? Est-ce que c'est uniquement... vous parliez tout à l'heure de la parole politique, et moi je pense qu'elle existe aussi dans la parole des enfants. Est-ce que finalement, vraiment, on peut, mis à part le fait qu'on a tous été choqués par le fait que cette parole ne soit pas étudiée, mise en avant, est-ce que véritablement elle est différente? Non, tu commences à répondre? Non, vas-y Hélène, vas-y. Je te réponds sur le Rwanda, puis moi je peux répondre de manière un peu plus générale. D'accord. Alors, je pense que c'est d'abord une parole spécifique parce que elle procède d'une expérience particulière, hein, qui est celle d'avoir été enfant pendant le génocide. Je pense que c'est pas du tout la même chose. En tout cas, je pense que d'avoir été adulte pendant le génocide, les liens avec là, on parlait justement de l'effondrement du monde des adultes. Bon, il n'y a qu'en étant enfant, bien sûr, qu'on peut être confronté à une telle expérience. Et je pense que c'est aussi ce qui produit cette écriture si particulière. Alors, d'ailleurs, des chercheurs après la Shoah, contrairement à beaucoup de clichés, il y a eu beaucoup d'entreprises aussi de collecte de témoignages dans l'immédiat après coup de la Shoah. Et dans le livre donc, dirigé par Judith Lindenberg, Le premier savoir sur la Shoah, il montre que les témoignages qui étaient le plus recherchés à l'époque par les entrepreneurs de ces grandes collectes de témoignages, c'était des témoignages des enfants en particulier, parce qu'ils étaient jugés sans filtre, dénués des conventions sociales, de pudeur, etc. Et donc jugés plus authentiques de ce fait. Donc, ce n'est pas seulement sur le Rwanda, mais c'est aussi sur d'autres épisodes que cette parole enfantine était recherchée de manière particulière, précisément parce qu'elle est véritablement transparente à la violence qu'elle décrit. Oui, merci pour votre question, votre remarque. Je crois effectivement que, comme Hélène, il y a une spécificité de l'expérience si on accepte de considérer les enfants comme un groupe social. De même qu'à l'intérieur du groupe des adultes, il y a une expérience des femmes et une expérience des hommes. Et d'ailleurs, dans les expériences enfantines, il y a aussi une dimension de genre qui peut ou non intervenir. Et donc, il y a une expérience spécifique en tant que groupe social, parce qu'ils sont les destinataires de gestes spécifiques ou d'atteintes spécifiques ou de violences spécifiques. Et puis, c'est aussi que le temps de l'enfance n'est pas le temps, le rapport au temps, la temporalité n'est pas la même. Et donc, ça va influencer la nature de l'expérience et donc, par ricochet, la forme du récit. C'est-à-dire que, comme l'a dit Hélène, pour les adultes, et là, pour le Rwanda, mais c'est vrai aussi pour d'autres conflits,
il y a des temps de référence préalables. Il y a, pour les guerres mondiales, il y a le temps de paix. Pour les génocides, il y a le temps d'avant le génocide, les expériences préalables, précédentes de pogrom ou pas, etc. Enfin bref, il y a un temps de référence qui, par définition, pour les enfants, n'existe pas, puisque d'une certaine manière, si je prends l'exemple des guerres, hein, le temps de la guerre, c'est le temps de la vie. Et la mémoire est trop brève et trop récente et trop jeune et trop fraîche pour pouvoir avoir des éléments, des points de référence. Et donc, ce rapport au temps, ces temporalités différentes, elles vont avoir un impact sur la manière de vivre l'événement, et donc potentiellement ensuite sur la manière de reconstruire la mémoire de l'événement et de le raconter. Et c'est en cela, à mon avis, qu'il y a vraiment une spécificité enfantine de l'expérience. Je trouve que ce que vous dites, Hélène, sur la question du sans-filtre est capital, parce qu'effectivement, quand l'enfant accepte de parler, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants, mais quand il accepte de parler, et en général, il parle à un adulte, à la différence, je dirais, de l'adulte, et ça, on le voit parfaitement dans votre livre, mais c'est ce qu'on expérimente aussi quand on va sur des théâtres de guerre et quand on interroge je dirais, les enfants, enfin, quand on a accès à la population enfantine, c'est vraiment la question du sans-filtre. Ils vous disent les choses sans surmoi, avec parfois une crudité dans les mots, mais qui n'est pas du tout calculée, qui est juste comme une photographie enfin, ils vous restituent au plus près ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti, et ils revivent même devant vous l'événement auquel ils ont assisté. C'est la question du sans-filtre qui est extraordinaire, et le livre pour ça aussi est remarquable, c'est qu'on comprend combien ces témoignages d'enfants sont si précieux. C'est-à-dire qu'ils vous permettent vraiment, encore une fois, d'être au plus près de ce qu'ils ont vécu, sans filtre. Et c'est en rien indécent. C'est juste spectaculaire, enfin, c'est incroyablement l'événement dans sa nudité, aurais-je envie de dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, on arrive presque au terme de ces échanges, mais j'ai deux questions. Alors, je vais les grouper, bien qu'elles ne soient pas du tout liées, absolument pas. Ça, c'est quand même le temps d'après le génocide. Attendez, je recherche la question pour vraiment la poser comme elle a été formulée. C'est la question du pardon. Alors, qu'en est-il du pardon? Ont-ils réussi à pardonner à leur bourreau? Alors, ça, c'est une première question. Le livre y répond, me semble-t-il. Et une autre question. Bonjour, y a-t-il une prise en charge spécifique? C'est Karine Delno qui pose cette question. Y a-t-il une prise en charge spécifique de ces enfants rescapés par le gouvernement rwandais? Je vais essayer de répondre rapidement à ces deux questions. Sur le pardon, bah non, en tout cas en 2006, c'est vraiment pas le temps du pardon. En même temps, on peut le comprendre. C'est plutôt des, justement, c'est là aussi, ça en fait une source assez précieuse, c'est que c'est une source du point de vue assez politiquement incorrecte vis-à-vis de ces grandes politiques de réconciliation nationale. Ce sont des écritures c'est ça qui en fait vraiment une source précieuse, c'est qu'ils ont la liberté d'exprimer leur colère. Ils ne disent pas forcément « je ne pardonnerai jamais », mais on n'est pas du tout dans cette configuration-là. Non, non, non. Ils sont encore, à cette époque, ils ont peur pour leur sécurité, ils sont encore dans des formes de menaces, donc on n'est pas du tout dans une forme de pardon qui, par ailleurs... Moi, c'est toujours une question qui me met assez mal à l'aise parce que vous voyez, on ne la pose pas dans nos sociétés occidentales quand on va, par exemple, quand on sort du procès là, de Charlie Hebdo, on ne va jamais aller demander aux personnes, aux proches des victimes de l'attentat de janvier 2015 s'ils ont pardonné aux frères Kouachi ou à Koulibaly. Ça te paraîtrait complètement indécent. Alors pourquoi est-ce qu'au Rwanda, il faudrait que les victimes pardonnent?
faudrait qu'elles soient de bonnes victimes et qu'elles pardonnent en plus à leur bourreau après avoir subi tout ça. Enfin voilà, je fais toujours ce parallèle parce que c'est une question qu'on projette toujours sur les autres et qu'on ne se pose jamais dans nos propres sociétés parce que tout simplement, elle est assez indécente. Voilà. Et sinon, sur la question de la prise en charge, oui, alors ça, c'est tout le chapitre sur l'après-coup où il y a effectivement une prise en charge spécifique pour ces enfants à travers un fonds d'assistance aux rescapés du génocide qui a été créé en janvier 1998, pardon, et qui est alimenté à hauteur de 5% du budget national du Rwanda et qui a permis donc à ces enfants de bénéficier donc d'une scolarité gratuite et pour certains de pouvoir aussi aller à l'université, de pouvoir bénéficier aussi de frais de santé gratuits, même si on voit bien dans les cahiers justement que le fonctionnement local du fonds d'assistance aux rescapés du génocide n'est pas toujours évident. Voilà, ni entaché de certaines fraudes ni corruption. Et donc, c'est là aussi où ces textes sont intéressants parce qu'ils nous montrent aussi le fonctionnement de ces politiques du désastre dans l'après-coup qui sont parfois extrêmement difficiles. Voilà. Alors, il y avait une toute dernière question, mais on va manquer de temps, mais il me semble que vous y avez répondu à plusieurs reprises. Elena Pavel, travaille-t-on différemment en fonction du temps écoulé entre l'événement et le témoignage ? Et comment l'historien prend-il cela en compte? Voilà. Comme le disait Manon tout à l'heure, les sources enfantines sont des sources que l'on doit évidemment pouvoir critiquer, mettre en contexte, enfin comme n'importe quel tour. En fait, je pense que l'idée aussi de cette conférence, peut-être, c'est de banaliser en quelque sorte la parole des enfants, d'en faire une source comme une autre. Voilà, et donc moi ce que je vois aussi ce que je vois particulièrement dans le corpus, c'est que les effets de l'écriture rétroactive 12 ans après, elles sont marquées dans les descriptions du temps d'avant où tout est merveilleux, les familles vivent dans une concorde absolue, alors que c'était probablement des familles relativement modestes sur le plan socio-économique, mais là c'est décrit sous les traits de l'abondance, etc. Donc voilà où on peut voir les effets voilà, du passage du temps entre l'événement et la prise d'écriture. Voilà, mais je veux dire, ça c'est l'enfance de l'art du métier d'historien un petit peu. Enfin, je ne sais pas ce qu'on pense Manon. Oui, absolument. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, enfin, moi, ça fait maintenant un petit moment que je travaille sur des sources enfantines pour d'autres terrains et d'autres conflits. Mais l'enjeu, c'est bien de dire ça. C'est-à-dire, elles n'ont pas plus de valeur que les autres sources, mais elles n'en ont pas moins. Et donc, il faut les replacer systématiquement dans leur contexte de production et d'élaboration. Donc, si ce sont des sources produites et élaborées pendant le temps du génocide, c'est pas la même chose que si elles sont élaborées après. Et donc, on recontextualise les sources, mais le fait qu'elles émanent d'enfants ne doit plus, et c'est ce que le livre d'Hélène montre magistralement, les disqualifier, bien au contraire. C'est-à-dire que, à mon sens, non seulement les sources enfantines ne sont pas disqualifiées pour documenter un événement, mais en plus, elles apportent des éléments heuristiques supplémentaires et complémentaires absolument nécessaires à notre compréhension de l'événement. Bien. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, nous vous invitons évidemment à vous emparer de cet ouvrage majeur qui documente le génocide des Tutsis au Rwanda d'Hélène Dumas, Sans ciel ni terre. Merci beaucoup Mémorial, merci Pauline, merci Laurent et merci Manon, vraiment. Merci à vous pour l'invitation et merci à tous d'avoir assisté à cette conférence. Merci au public et à votre présence et vos questions. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.